Vous écoutez Le Grand Débat, issu de l'épisode S806 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 mai 2024. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Brice Portolano pour cette grande émission dédiée aux photographes voyageurs. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on fasse un peu d'histoire et que l'on remonte au 19e siècle, finalement assez peu de temps après l'invention même de la photographie. À cette époque, des voyageurs, ou plutôt même des explorateurs, se sont emparés de cette nouvelle technologie pour documenter leurs expéditions. On vous propose d'écouter un extrait d'une interview d'Olivier Loiseau, qui est chef de service acquisition et collection géographique à la BNF et co-auteur de l'ouvrage intitulé « Les premiers voyageurs photographes » édité chez Glénat. Cette interview a été réalisée par TV5 Monde à l'occasion du lancement de cet ouvrage. Certains, avant de partir, sont déjà des photographes professionnels. D'autres, effectivement, sont des amateurs et, pour la première fois, utilisent la photographie, particulièrement dans les années 1875, 80, 90. Ces voyageurs partaient le plus souvent avec des instructions. Ils partaient parrainés par une institution, que ce soit le ministère de l'Instruction publique, le ministère des Colonies ou encore les sociétés de géographie. Chaque voyageur, chaque explorateur partait souvent, même parfois, avec une liste de questions qui lui étaient posées, des questions auxquelles il avait apporté des réponses. Et donc la photographie participait aussi aux résultats que l'on rapportait du voyage. Je crois que ce qui est fascinant, c'est aussi le regard que ces photographes portent sur des territoires ou des peuples pour certains qu'ils voient pour la première fois. Donc quelles sont ces premières images? Comment se passe la rencontre avec l'autre? Voilà, ces premières images que l'on ramène de l'ailleurs et comment on les perçoit. Alors Brice, est-ce que tu te sens l'âme d'un explorateur du 19e siècle lorsque tu pars en voyage et que tu photographies des lieux et des habitants dans des zones reculées sur la planète? Pas du tout. Non, pas du tout. J'aimerais bien. Parfois, j'ai l'impression de remonter le temps un petit peu quand même. J'ai l'impression d'assister à des scènes intemporelles. C'est ce que je cherche aussi. C'est pour ça aussi que je vais dans des coins reculés, dans des coins un peu isolés, à l'écart de la modernité des grandes villes. C'est pour ça que j'ai un grand amour pour les grands espaces, pour la Patagonie, pour l'Alaska, pour la Mongolie. Pour la Sibérie orientale, pour ces endroits où la modernité, ce qu'on appelle le progrès, parfois aussi n'a pas encore tout effacé des anciennes traditions et du passé, où on a toujours une manière de vivre, de penser, de fonctionner qui est très liée à la nature, aux saisons, aux animaux. C'est quelque chose qui me plaît, mais non, je pense que tout a été exploré. En tout cas sur Terre, Pas forcément sous l'eau, c'est là qu'il y a encore une dimension d'exploration. Mais cette distinction, elle est importante quand on parle de photographie de voyage au XXe siècle, où il y avait une notion d'exploration qui était très très présente. C'est vrai. Avec des gens même comme Nicolas Bouvier aussi, qui était un grand écrivain et photographe, on sait moins voyageur. Et c'est des gens qui nous ont ouvert tout simplement le monde, en fait, quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toi, qui est l'incarnation un peu d'une nouvelle génération de photographes voyageurs, vous êtes plus des témoins. Mais quelque part, c'est positif aussi, hein, puisque comme tu le disais même au début d'émission, c'est un prétexte pour aller voyager, mais tu ramènes des images et tu peux témoigner. Voilà, et puis tu témoignes de ton expérience, de l'expérience que tu as vécue. C'est aussi personnel. J'ai l'impression que parmi les travaux des photographes aujourd'hui, il y a de plus en plus de témoignages personnels, il y a de plus en plus d'écriture d'auteurs, plus qu'avant. La photo de voyage a beaucoup changé. Elle est mêlée à la photo documentaire aussi souvent. C'est une approche différente aussi, comme tout a déjà été photographié. On peut photographier la même chose que les autres, mais avec son regard à soi, et là, ça devient vraiment unique. Est-ce qu'il y a des photographes voyageurs qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent toujours? Les couleurs de McCurry me plaisaient beaucoup avant, mais c'est vrai que plus que la photo, c'est avant tout le
le cinéma qui m'inspire, la peinture aussi, la musique aussi, la lecture. Euh, Tout en fait, même l'actualité peut être très inspirante pour regarder un pays, une région, pour vivre un voyage à travers un prisme particulier. Je trouve l'inspiration partout en fait. J'ai pas vraiment de maître à penser en photographie. J'ai pas d'idole chez les grands photographes. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses en préparant cette émission et je trouve assez fascinant finalement de voir que l'invention de la photographie est directement liée à l'apparition, ça paraît évident comme ça, de la photographie de voyage. Il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était extrêmement dur de voyager. Évidemment, les procédés photographiques à la fin du 19e siècle, c'était pas un Canon EOS R5, hein, c'était lourd, c'était encombrant, c'était long, c'était totalement aléatoire, c'était de la photographie expérimentale. Et tout ça a suivi finalement avec les grandes révolutions industrielles du XXe siècle, de la photographie, mais pas que. Alors, on a eu l'apparition du 35 mm, évidemment, de la photographie couleur, la démocratisation de la pellicule, et puis aussi toutes les révolutions dans le domaine du transport qui ont permis d'ouvrir la porte au voyage au plus grand nombre et mécaniquement à la photographie de voyage. Ce qui est assez intéressant finalement avec cette photographie, Brice, si tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que finalement, elle couvre différentes techniques et approches photographiques différentes. C'est-à-dire que dans tes voyages, dans tes sujets, dans tes reportages, tu fais autant du paysage que du portrait ou que même du reportage. Il faut vraiment maîtriser toutes ces disciplines photographiques. Non, y a rien à maîtriser. Tu maîtrises ce qui te plaît en fait. Si tu veux faire du portrait, tu fais du portrait. Si tu fais du paysage, tu fais du paysage. Moi, j'ai eu différentes phases. J'ai démarré la photo vraiment avec le portrait. Ensuite, j'ai fait beaucoup de photos documentaires et de paysages. Et là, je reviens vraiment vers le portrait parce que le rapport avec la personne que tu vas faire poser n'a rien à voir quand vraiment tu la diriges et tu la fais poser. En comparaison de simplement faire du reportage où tu vas essayer d'être une mouche sur un mur et d'être le plus discret possible pour te faire oublier et réussir à capter des moments spontanés. C'est une manière de travailler très différente, c'est des manières qui se complètent en fait, des manières de shooter qui se complètent. Mais c'est vrai que maintenant j'entre dans une ère où je prends beaucoup de plaisir à diriger les gens et à les faire poser. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je me sentais moins légitime à le faire et j'étais moins à l'aise et j'avais plus de facilité à réussir à capturer des moments spontanés. Et c'est vraiment deux manières de travailler qui sont très différentes. Et ça veut dire que tu vas anticiper ça avant de partir? Ou sur place, est-ce que tu n'as pas du coup des difficultés parfois à faire poser certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise face à l'objectif? Non, j'ai l'habitude de faire poser des gens qui ne sont pas à l'aise devant les objectifs et en fait, tu vas créer un lien avec eux et puis surtout, à partir du moment où tu montres à la personne que tu sais où tu l'emmènes, elle te fait confiance, que ce soit un gamin ou une personne de 60 ans, peu importe son statut social, peu importe son âge, peu importe son sexe, la personne va réussir à te faire confiance si tu lui montres que tu sais où tu l'emmènes. Pour ça, il y avait souvent du temps, hein. Olivier Folmy, notamment dans son livre Conseil d'un photographe voyageur, il expliquait que quand il arrivait dans un village, une contrée reculée, il prenait beaucoup de temps, le temps de se poser, il laissait les appareils de côté pour ensuite avoir finalement pu gagner leur confiance et se mettre à photographier. Mais toi, par rapport à ces contraintes de temps, tu y arrives quand même. Moi, c'est ce que je fais aussi. C'est ce que je faisais avant. Je mettais l'appareil photo de côté et je devenais familier. J'essayais de devenir un ami, de participer aux différentes tâches, d'aller couper du bois, de participer à la vie quotidienne avant de sortir l'appareil photo. Ne serait-ce que par respect, par considération envers eux, pour nouer un lien humain avant de les photographier. Mais il y a parfois, c'est aussi deux manières différentes de travailler. Il y a parfois des images, des rapports que tu peux avoir avec les gens qui ne seront pas les mêmes quand tu ne les connais pas. Et également, tu vas démarrer, tu vas entamer une conversation, nouer un lien avec eux, créer un lien, gagner leur confiance, mais
sortir l'appareil photo assez rapidement pour qu'ils comprennent tes intentions aussi. Et s'ils veulent pas être pris en photo, tu les prends pas en photo. Après, Olivier Folmy peut-être entrer en contact de gens qui ont une culture très différente de la sienne. Pour moi, c'est pas forcément le cas. Je suis pas photographe qui va prendre en photo des gens qui n'ont jamais vu d'appareil photo de leur vie. Qui faisait partie un peu de ces explorateurs, hein, dont voilà, on parlait au début. Ces photographes du XXe siècle qui découvraient vraiment des contrées, quoi. Ouais, moi je prends. Enfin, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, même les gens, même les Maasai, même les Tsatan, même les Gauchos, tout le monde a un smartphone. Donc, le rapport à l'image a énormément évolué ces dernières années. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé via les réseaux sociaux, via Internet. Et maintenant, tous les appareils photo, enfin tous les téléphones portables prennent des photos. Donc, c'est pas le même monde. Qu'est-ce que tu souhaites faire passer comme message ou comme émotion dans tes photographies de voyage? Qu'est-ce que tu racontes avec tout ça? Alors, je cherche pas forcément à faire passer de messages ou d'émotions. La photo, je m'étais posé cette question au tout début de ma carrière professionnelle, et en fait, je me disais que les photos, je les faisais avant tout pour moi. La personne à qui il faut que ça plaise, c'est avant tout moi-même. C'était vraiment une motivation personnelle. Et ce que j'aime faire, c'est créer des ambiances, en fait, créer des univers un petit peu... emmener la personne qui va voir ma photo dans un univers différent, dans mon monde, en fait. Il n'y a pas particulièrement de message, pas particulièrement de... Tu t'intéresses quand même, comme tu le dis, à la relation entre l'homme et la nature. Bien sûr, c'est la relation entre l'homme et la nature qui m'inspire avant tout. Mais si tu veux, il n'y a pas de... J'ai fait un projet qui s'appelle No Signal, et pendant 5 ans, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont changé de vie pour se rapprocher de la nature. C'est des gens qui ont vécu des changements radicaux dans leur quotidien et qui ont connu le confort de la modernité, de l'accès à Internet, à l'eau courante, à l'électricité, au chauffage, etc. Et qui ont décidé de s'extraire d'une vie qu'ils estimaient trop facile et trop déconnectée de la nature pour vivre un mode de vie beaucoup plus rude en général et beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche des éléments naturels, des animaux, de la nature sauvage, du cycle des saisons. Et en fait, à travers ce travail-là, par exemple, c'est pas une leçon que je donne aux gens qui vivent en ville. C'est simplement, l'idée, c'est de montrer à tout le monde que voilà, il y a des gens qui vivaient comme nous, parce que moi, je bénéficie aussi du confort moderne. Il y a des gens qui vivaient un mode de vie moderne et qui ont décidé de vivre différemment. Et en fait, c'est juste comme ça. Faites-en ce que vous voulez. Voyez-le en trouvant ça joli, ou soyez bouleversé par ça et décidez d'en faire autant. Mais libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Simplement, j'ai envie de témoigner en tout cas de ces chemins de vie-là. Mais il n'y a pas forcément... comme je travaille sur la relation entre l'homme et la nature, parfois les gens me prennent pour un grand écolo avec de grands principes. Mais en fait, je suis au milieu de cette planète comme vous. L'Atlantique à la voile, donc... C'est sûr, mais je la traverse aussi parfois. Non, je la traverse... je suis revenu en avion, donc tu vois, c'est très relatif. J'estime que j'ai de leçons à donner à personne. Simplement, je prends beaucoup de plaisir à montrer aux gens à quel point la nature peut être belle et à quel point la relation avec la nature peut être enrichissante et tellement... et peut vraiment te combler beaucoup plus que toute autre chose, que toute autre possession matérielle. De partir camper une semaine dans la nature norvégienne ou la nature française, ça peut être un bouleversement. J'allais te dire, avis aux Parisiens, de très très belles forêts en Île-de-France, et prendre une toile de tente pour 1 ou 2 jours, ça fait du bien. Exactement, et c'est ça aussi avec ce que j'essaie de démarrer comme étincelle chez les gens avec ce travail-là. Je me contredis un peu, mine de rien, mais en fait, ce qui me plaît avec ce travail-là, c'est de montrer aux gens qu'on n'est pas obligé de partir au bout du monde pour vivre une grande aventure, que c'est quelque chose qui peut être vécu à proximité de chez soi. On parle beaucoup de micro-aventure aussi en ce moment. C'est vrai, c'est un terme qui est assez à la mode. C'est vrai. Qui dit bien ce que ça veut dire. Absolument. Et une micro-aventure peut être tout aussi bouleversante qu'une très grande aventure. Donc, sortez, allez randonner, allez camper, allez... voir les animaux, pêcher, nager dans la mer. Tu veux dire déconfinez-vous? Oui, exactement. Alors,
Bien entendu, aujourd'hui, vis-à-vis de la photographie de voyage, la donne a naturellement changé. Au-delà des importantes révolutions du XXe siècle qu'on a évoquées, la photographie de voyage et le rapport à l'image, aussi bien d'un point de vue des producteurs que des observateurs, a totalement évolué en ce début du XXIe siècle. Internet et la photographie numérique ont fait leur apparition, puis, tu l'as évoqué, les smartphones et enfin les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout ou presque a déjà été exploré, documenté, photographié et filmé sur la planète, et il est donc de plus en plus difficile de trouver un sujet original, jamais vu. On écoute le photographe voyageur Johan Lolos nous parler de sa motivation à faire de la photographie de voyage en 2024. Je me définis pas du tout comme un explorateur. Je suis pas là pour découvrir des nouveaux mondes ou des nouvelles contrées et documenter ça comme si c'était, une terre inconnue que je partageais au reste du monde. Heu, je me définis avant tout comme voyageur et moi, en tant que voyageur, je suis à 1000 lieues d'avoir encore découvert, l'entièreté du monde. J'ai vraiment cette envie de pouvoir, découvrir, témoigner, partager, mais vraiment expérimenter un maximum de choses à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment mon envie de voyageur et puis, par conséquent, j'en prends des photos parce que c'est devenu mon métier depuis 10 ans. Mais je pense vraiment que la majorité des gens, qui ne sont pas voyageurs à plein temps ou photographes à plein temps, ne sont pas spécialement conscients de tout ce qui est a déjà été découvert, que de tout ce qui existe à travers le monde et même si effectivement tout a déjà été photographié et il y a plus vraiment d'unicité, ou de surprise à venir avec un angle nouveau. Est-ce qu'il existe encore un angle nouveau en photographie de voyage? Certainement, mais je pense que c'est de plus en plus difficile à amener. La réalité, c'est que d'un point de vue spectateur lambda, il y a toujours moyen de l'émerveiller et de faire découvrir des nouvelles choses. Et moi le premier, c'est-à-dire qu'ici, depuis le Chili en Patagonie, mais il y a une semaine, j'étais en Argentine, toujours en Patagonie et j'ai été visiter le glacier, Perito Moreno, qui est le glacier certainement le plus connu de Patagonie, que j'ai vu déjà des dizaines de milliers de fois en photo et malgré ça, une fois que j'étais devant ce glacier, j'étais mais bouche bée. Je n'en revenais pas de l'immensité de ce glacier, de la beauté du truc et c'est pour ça que je voyage. C'est pour ça, c'est pour ce genre de moment que je continue à voyager, même si je savais déjà plus ou moins à quoi attendre. Je connaissais les couleurs du glacier, je connaissais l'angle du glacier, je connaissais déjà tous ces aspects un peu plus techniques grâce aux images que j'ai déjà pu voir à travers les réseaux sociaux et dans les magazines, mais rien de tout ça ne valait vraiment ce que j'ai pu expérimenter ce jour-là. Bon, merci Johan évidemment pour son témoignage. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que votre discours se rapproche sur certains points, certains aspects. Est-ce que toi aussi tu rencontres des difficultés à essayer de trouver des angles originaux dans tes reportages, dans tes sujets en voyage? Alors c'est vrai que la presse demande souvent, des propositions anglais, c'est-à-dire avec un angle, quelque chose qui n'a jamais été, traité, un angle nouveau. Hem, mais après dans mes projets personnels, pas forcément, pas forcément. En fait, c'est quelque chose qui va mûrir longtemps et le voyage peut n'être qu'une composante du projet, mais pour moi, ce qui va me permettre de créer quelque chose d'intéressant, de créer des photos, un corpus de photos intéressant, ça va être la dimension personnelle derrière, comme on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment, même si tout a déjà été photographié, c'est à travers ton expérience personnelle et ton bagage personnel que ça va se différencier. Mais ça, il faut l'inclure dans le projet. Il faut que ce soit une manière de voir les choses personnelles. Mais en fait, moi, je me définis pas vraiment comme photographe de voyage. Je fais du voyage. Tu es d'abord voyageur avant d'être photographe, tu veux dire ou... Oui, en fait, la photo est venue naturellement au cours de voyage. C'est comme ça que j'ai découvert la photo. C'est quand j'étais gamin, en voyageant avec mes parents. Bon, pas à l'autre bout du monde, mais en voyageant, dès qu'on partait quelque part avec mes parents, j'avais envie de prendre des photos pour me souvenir de ce que j'avais vu. Et c'est comme ça qu'est née cette passion et que c'est ensuite devenu un métier. Il y a toute la partie créative derrière qui m'a énormément nourri. Euh,
Mais aujourd'hui, en fait, j'ai plus de facilité à créer quelque chose que je trouverais intéressant ailleurs que chez moi. Parce que c'est la nouveauté, c'est la différence, c'est le contraste avec mon quotidien qui vont me stimuler et qui vont titiller ma créativité. Mais Est-ce qu'il n'est pas plus facile finalement de faire des photos de voyage que chez soi? Parce que comme tu dis, on se confronte aussi à d'autres décors, d'autres visages, et ça peut inspirer, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a tout un inconfort qui vient avec le voyage qui peut décontenancer beaucoup de monde, tu vois. Je connais des gens, ils n'ont jamais bougé de chez eux, ils n'ont pas envie de voyager. Et c'est en fait, on prend goût vraiment au voyage indépendamment de la photo. C'est le fait de se retrouver dans un pays où on ne parle pas ta langue, où les odeurs ne sont pas les mêmes, les gens ne sont pas les mêmes, les lumières, les paysages, les saisons, le climat, tout est différent. Et en fait, c'est de ce contraste-là avec mon quotidien que va naître la bonne image. Pour moi, c'est vraiment un moteur, le voyage, mais c'est pas forcément mon sujet principal. Mon sujet principal, ça va être avant tout le lien entre l'homme et la nature ailleurs que chez moi. J'aimerais réussir à le documenter chez moi, mais j'ai du mal à faire des photos qui réussissent à me satisfaire. C'est un travail que je trouve moins puissant en général. Alors, il y a aussi une autre type de photographie qui est extrêmement à la mode, extrêmement omniprésente partout en ce moment. C'est ce qu'on appelle la photographie lifestyle, qui se rapproche le plus souvent d'un travail de commande et de communication pour promouvoir soit des lieux, des produits, des services, peu importe. Et cette photographie-là, qui est omniprésente sur les réseaux sociaux, par exemple, elle vient vachement puiser des codes de l'image qu'on pourrait se faire de la photographie de voyage. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, cette photographie lifestyle vient puiser son inspiration de là et pourquoi, surtout, elle est si populaire et si efficace finalement en termes de communication? Alors il faut qu'on réussisse à définir la photographie lifestyle, Eh parce ben, que vas-y. pour moi c'est un terme qui est très vaporeux. Donc Bien d'accord. je serais pas le meilleur Péjoratif. Non, pas péjoratif, mais très vague en fait. Avant la photo lifestyle, c'était de la photo qui impliquait enfin qui montrait un style de vie, qui montrait une manière de vivre de manière Une manière cool de vivre, peut-être. voilà, légère. Aujourd'hui, je sais pas, mais il y a un style de photographie qui a émergé avec les réseaux sociaux, qui est une photographie assez contrastée, assez colorée, et qui va faire rêver aussi. Chez les influenceurs de photos de voyage, il y a souvent une même recette qui est appliquée et qui a fait ses preuves, et les gens vont continuer à liker ça même s'ils ont vu la photo 100 fois avant, parce que en fait c'est un peu une image d'Épinal, c'est quelque chose qui va faire rêver encore et encore, et qui va reprendre des codes assez classiques en fait. Ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que alors effectivement on a ce qu'on va appeler des influenceurs qui font rêver les gens avec des images un peu extraordinaires, mais ça va au-delà de ça dans le sens où on a beaucoup aussi de ce qu'on va appeler des badauds, donc des amateurs, des touristes qui vont venir s'emparer des codes de ces photographies de voyage totalement surréalistes et vont faire la démarche d'aller à un endroit spécifique pour venir réaliser la même photo qu'ils ont vue 350 fois produite soit par d'autres badauds, soit par des photographes influenceurs. Et il y a toute une mise en scène autour de ces spots. Je sais que sur Insta, des fois, moi, quand je scrolle, j'ai souvent le truc Insta versus real life Influencers in the wild. Mais c'est complètement dingo, quoi. Ouais, mais en fait c'est t'as différents types de photographes, et t'as des photographes qui aiment aussi, ou des gens qui simplement voyagent et qui vont voir ces lieux-là comme on collectionne des cartes, comme on collectionne des timbres, et c'est une manière d'expérimenter aussi de vivre le voyage ou la photographie qui est différente de la mienne, mais je blâme pas forcément ces gens-là. Alors ça peut donner lieu à des situations assez cocasses. J'ai déjà croisé en Norvège des influenceuses sur des chemins de randonnée qui savaient pas à quoi s'attendre.
Voilà, il y a des situations rigolotes parfois comme ça, mais si ça permet à des influenceuses très urbaines de faire leur première randonnée, bah, c'est génial finalement. Parfois, il y a des petits accidents, il y a tous les ans, il y a des morts par selfie. Il y a quelques dizaines un Ça peu s'est pas partout dans arrêté le un monde. peu quand même, les fameuses perches à selfie là au bord d'un précipice? C'est vrai qu'il y a Je pense quelques cas. qu'il y a toujours quelques décès chaque année. Mais bon, si ça permet aux gens d'aller dans les grands espaces, d'aller expérimenter ces lieux-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, partout dans le monde, tu as vraiment une influence maintenant sur le terrain. Tu as une influence géologique de ces foules sur le terrain et tu as des aménagements qui sont obligés d'être faits pour accueillir ces dizaines de milliards de pas sur des sentiers qui d'habitude ne voient que quelques personnes par an. Donc, après, c'est l'impact du tourisme de masse qui, dans le cadre de la photo trophée, entre guillemets, vient amener beaucoup de monde sur un seul mètre carré. Donc, pour avoir exactement le même angle, etc. Donc, après, c'est l'une des dérives du tourisme, et je pense que c'est une autre manière de vivre la photo et le voyage. Mais pour moi, les photographes ne font pas du tout la même chose que ça. C'est une différence entre... Après, la photo a toujours fait partie du tourisme, tu vois. Et moi, c'est comme ça que j'ai démarré la photo. C'est par le tourisme, c'est par le voyage. Donc, si ça leur permet peut-être un jour de devenir photographe plus créatif que de simplement reproduire des images qu'ils ont vues ailleurs, ça peut être un très bon point de départ aussi. Comment tu gères, toi, les réseaux sociaux pendant que tu voyages? Est-ce que tu diffuses des stories ou est-ce que tu finalement prends du temps pour toi et tu te dis les images, je les montrerai après ou à travers les sujets que je vais publier, diffuser? Ça dépend, je fais les deux. Parfois, je fais des voyages durant lesquels j'ai pas eu tout de réseau, donc dans ce cas, la question ne se pose pas et j'en parle après. Parfois, il y a même des voyages que je ne partage pas du tout, soit parce que c'est une commande, soit parce que c'est des vacances, tu vois. Il y a des vacances, ma vie privée reste privée. Et c'est bien comme ça. Mais souvent, je partage des stories un peu en décalé, parfois, le temps de les digérer, d'avoir le temps de les préparer, de les poster. Mais j'aime bien aussi montrer un petit peu l'envers du décor. Parfois, ça permet de montrer des images qui resteront pas dans la sélection finale ou qui ont simplement été prises au téléphone portable. Mais pour moi, ça fait partie de l'aventure aussi, de montrer ça, de le partager. Et puis ça permet de garder le lien avec les amis qui, eux, sont restés à Paris ou dans leur bureau ou qui n'ont pas cette chance de voyager là. Ça leur permet aussi de voir ce qu'on peut vivre au quotidien. C'est quelque chose d'assez plaisant. Et puis d'un point de vue communication aussi, c'est un outil assez puissant parce que quand les gens qui me suivent ou les clients ou autres voient qu'il se passe des choses, ça les intéresse, ça les intrigue et en général, ils t'appellent aussi derrière pour te faire bosser parce que tu les as fait rêver avec un beau voyage et ça marche comme ça aujourd'hui. À l'influence. Ouais, mais les réseaux sociaux sont devenus un outil incontournable aujourd'hui pour les photographes, clairement. Tout est dans le dosage après. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être là une différence quand même entre les influenceurs et le photographe de voyage. C'est dans le dosage de l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà, moi j'ai pas de scrupules si jamais vis-à-vis de l'algorithme, etc. Est-ce qu'il va m'aimer, est-ce qu'il va pas m'aimer? Moi, si je publie pas pendant 2 mois, je m'en fous en fait. C'est juste que j'ai pas de choses à publier ou peut-être que j'en ai mais je suis occupé et du coup ça va pas être ma priorité. Après, il faut pas s'extraire complètement des réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est indispensable, mais il faut pas en être l'esclave non plus. Ce qui n'est pas facile à faire. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. De pas être esclave de son téléphone pour commencer, donc Voilà. c'est plus que compliqué. Voilà. Selon toi, c'est quoi les qualités que doit avoir un photographe voyageur? Je pense que c'est bien d'avoir des défauts aussi. Vas-y, fais les deux. Un défaut, alors, photographe voyageur, bon, c'est bien de parler anglais déjà. C'est un bon outil parce que le français n'est pas forcément très répandu. En tout cas, ça dépend des pays où on va. Oui, Google Trad, désormais. Bon. Oui, mais bon, si t'as pas de réseau, bon, tu fais ça. On a lâché le smartphone, on a dit. Voilà, on a posé le téléphone, on n'a plus de batterie, on n'a plus de réseau. On est libéré. Les qualités, je pense que c'est de réussir à faire beaucoup avec peu de matériel. C'est d'être assez flexible sur le confort. En tout cas, pour la photo de voyage, pour les photographes de voyage, je pense que c'est bien de ne pas avoir de trop grandes exigences de confort. De parler un peu anglais, de réussir à se débrouiller, d'être assez flexible,
de réussir à faire beaucoup avec peu, en fait, à la fois en termes de matériel, d'argent, de temps parfois. Hem, Un bon voilà. système digestif peut-être. Oui, ça aide aussi, ça aide, mais de savoir démarrer un feu, de savoir, être un minimum débrouillard, mais surtout, c'est, je pense, le rapport aux autres, d'avoir une certaine ouverture, d'avoir une certaine curiosité aussi. Je pense qu'il faut être curieux et en photo, pas qu'en photo de voyage, mais en photo en général, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce que ça reste un métier de passion et le jour où tu as plus de passion, ça se voit et ça se ressent et tu es plus heureux. Donc il faut réussir à être, guidé, motivé par des choses qui ont vraiment du sens pour toi. Au-delà des projets, commerciaux, des commandes et cetera, c'est bien d'avoir des projets personnels qui ont vraiment un sens, qui réussissent à te nourrir, en fait. Bien, la transition est toute trouvée, hein, puisque, comme pour beaucoup de secteurs de la photographie, c'est pas évident, hein, de vivre de la photographie de voyage. Alors c'est paradoxal parce qu'il n'y a jamais eu autant de médias de diffusion et pourtant cette photographie peine à trouver ou plutôt même à maintenir son modèle économique. On écoute Valerio Vincenzo, le chef du service photo du magazine Géo France, l'un des rares magazines à encore publier des reportages de voyage, nous parler des différents types de sujets qu'il peut être amené à publier et donc à commander. Quand on parle de voyage et de photographie des voyages, il faut vraiment distinguer les projets qui sont des projets des photographes et les intentions du photographe et les projets pour lesquels qui ont un sens et qui peuvent être publiés dans un magazine comme Géo. Cela veut dire que c'est pas parce qu'un sujet en voyage n'est pas publié dans Géo que c'est pas un bon sujet et que c'est pas un bon projet. Mais quand on veut les proposer aux lecteurs des Géo, il faut qu'il y ait des caractéristiques, des éléments qui les rendent intéressantes pour la rédaction. Donc une première rubrique, une première caractéristique, ça serait, nous on a ça, on a l'esprit d'aventure, la rubrique esprit d'aventure. Il faut c'est-à-dire un sujet de voyage peut rentrer dans cette catégorie quand il a certaines caractéristiques, par exemple un itinéraire qui n'est pas simple, qui n'est pas à la portée de tout le monde, ou bien dans lesquels on suit par exemple des chercheurs pour découvrir soit des espèces méconnues, soit des lieux de difficile accès. C'est des sujets que on improvise rarement, souvent il y a beaucoup de préparation en amont. Après, il y a des sujets de voyage qui sont pas liés à une aventure, mais qui sont liés plutôt à la découverte d'un peuple ou d'un territoire, ou une façon de rentrer dans un sujet en particulier. Par exemple, on est en train de monter un sujet en Inde dans lequel on va suivre le parcours des urnes dans lesquelles pour les élections en Inde, parce que les autorités ont décidé que tout électeur ne doit pas être plus loin que 2 kilomètres de l'endroit où il va voter. Et donc, il y a des expéditions qui sont organisées un peu partout en Inde pour amener les bulletins de vote et les urnes dans des lieux très reculés. Donc ça, c'est un voyage qui est lié à une histoire, c'est une façon de rentrer dans un sujet. Après, il y a des sujets un peu plus tourisme. Ça, souvent, ça peut aller pas dans les mensuels, mais dans leurs séries qu'on organise dans plusieurs thèmes, dans lesquels on découvre un lieu, soit en faisant des déplacements en bateau, soit en train. Souvent en train, on aime beaucoup les déplacements en train, soit à pied, par exemple, ou ça peut être des pèlerinages, des choses comme ça. Mais c'est plus difficile, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'autre. Il ne faut pas que ce soit des voyages juste pour les voyages. Il faut que ce soit un voyage, mais avec un but, que ce soit la découverte des traditions locales ou bien il faut que le voyage ait une signification particulière.
Sinon, ça ne veut pas dire que c'est pas un bon projet photo, mais c'est pas un projet photo qu'un magazine comme Géo a intérêt à publier. Bon, bah maintenant, vous savez quoi faire si vous voulez peut-être être publié dans Géo. Brice, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça fonctionne, toi, professionnellement? Quelles sont tes différentes sources de revenus? Évidemment, tout ça autour du voyage, comment ça s'articule, quoi? Alors, moi, je vis à la fois de la presse, de l'édition et de la publicité. En termes de répartition, je pense que la presse doit faire 20%, l'édition 20% et la publicité 60% en termes de répartition des revenus. C'est vrai que les budgets de la presse baissent avec le temps. Ouais. L'édition aussi, et la publicité, c'est variable selon les clients. Mais ça dépend des années, en fait. Il y a des années où il y a des droits pour un livre qui vont tomber, qui vont être plus importants. Il y a des années où je vais beaucoup bosser en presse, d'autres années où beaucoup moins. Ça va être assez variable. Et concernant la presse, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui vas pitcher les sujets ou parfois on vient te chercher et on t'en propose parce qu'on sait que tu vas avoir les prédispositions, parce que tu connais tel ou tel endroit? Les deux. Souvent, on m'appelle. Parfois, je pitch. Et parfois, ça prend. Parfois, ça prend pas. Mais souvent, on m'appelle justement pour les voyages. Donc, c'est chouette parce qu'on m'envoie. Ouais, t'es identifié, quoi. Ouais, je suis identifié comme photographe, voyageur, baroudeur. Donc, en général, quand il faut aller faire du cheval quelque part, descendre une rivière en canoë ou faire du bateau, on pense à moi. Donc, ça, c'est génial. On m'envoie faire des reportages comme ça, à la fois de voyage ou d'aventure. Et c'est vrai que c'est génial quand on pense à toi pour ça, parce que t'as quelqu'un, entre guillemets, en prépa, peu de choses à faire. T'as pas à trouver le sujet, à le pitcher, à le développer, etc. T'as simplement à faire ton sac et charger tes batteries et partir. Ensuite, tout en préparant bien ton voyage, etc. Évidemment, mais si tu veux, il y a une partie du boulot qui est déjà faite et que tu n'as pas eu à faire. Et donc, c'est un gain de temps conséquent. Et tu as un exemple de sujet que tu as traité pour Géo. C'est hyper intéressant, là, ce que disait Valerio sur cette histoire d'urne qui doit être à moins de 2 km des Vaux-Tendins. Quand tu connais la superficie, ou tu devines la superficie du territoire, c'est absolument dingue. Et la population. Et la population. Donc toi, tu as un exemple comme ça de sujet que tu as réalisé avec un angle assez précis? Assez pointu, non. Non, j'ai pas vraiment. Souvent en presse, ça a été du voyage, ça a été du portrait, mais jamais vraiment de reportage avec un angle aussi pointu. Là, c'est vraiment très spécifique. Mais en général, non, c'est plus du voyage. Toi, c'est de l'aventure, quoi. Ouais, c'est plus de l'aventure, la découverte des portraits de personnes qui vivent sur place dans le lieu visité. L'an dernier, par exemple, j'ai fait une série pour Le Monde de 6 portraits dans des archipels en Europe, des îles d'Europe. Ça peut être les îles éoliennes au large de la Sicile, à Licoudi en l'occurrence, les Açores, une île en Bretagne, une île au large de Marseille, en Allemagne aussi. Voilà, c'est des îles qui n'étaient pas très loin d'ailleurs. Mais à chaque fois, on s'est rendu sur place avec une journaliste et on a photographié un habitant qui était un petit peu emblématique de l'île ou de l'archipel et qui incarnait cette île. Et dans ce cas-là, ça va être un portrait. Mais l'angle derrière va changer en fait selon le portrait, parce qu'il va y avoir des problématiques différentes. Ça peut être la montée de l'eau, ça peut être la chaleur, ça peut être l'isolement, tout un tas de choses. Mais voilà, c'est souvent axé quand même à ces voyages ou aventures. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton projet No Signal et que tu nous racontes un peu finalement comment il s'est réalisé, comment est née l'idée, comment s'est passée la phase de préparation, de casting, de repérage, j'imagine, combien de voyages tu as fait, comment tu as financé tout ça, enfin voilà, un peu les coulisses de ce projet. Très bien. Alors, No Signal, c'est un projet que j'ai démarré en 2015 et en fait, au cours de voyages, notamment aux États-Unis, j'ai rencontré Ben, qui est un producteur de radio et qui accessoirement produit la quasi-totalité de sa nourriture. Et j'étais très intrigué. Je me suis dit qu'il y avait d'autres gens comme lui qui pouvaient avoir en fait un lien fort avec la nature. Lui, son lien, c'est qu'il va chasser sa nourriture. Il élève des poules et des canards dans son jardin. Il fait pousser ses légumes et
dès qu'il travaille pas, il est dehors en fait. Et je me suis mis en quête de gens, notamment aux États-Unis dans un premier temps, qui avaient un lien avec la nature très fort et qui le vivaient au quotidien. Et je suis tombé sur Jerry, un ancien agent immobilier du Michigan qui est devenu ostréiculteur en Alaska, qui a tout abandonné pendant la crise des subprimes et qui vit dans une maison qui flotte sur l'eau au milieu des archipels du sud-est de l'Alaska, dans un endroit magnifique où on voit des baleines, des ours sortir des bois, des dauphins, des orques. On entend les loups hurler dans la forêt. C'est un endroit très préservé. Et après Jerry, j'ai rencontré Tinia, une jeune femme qui vit avec 85 chiens de traîneau au nord de la Laponie finlandaise. J'ai aussi rencontré Elena, une ancienne journaliste qui s'est installée sur une petite île dans un phare au nord de la Norvège. J'ai rencontré Ali, ancien professeur d'art à l'université de Téhéran, qui est devenu double champion du monde de tir à l'arc à cheval. J'ai rencontré Sylvia Tir à en l'arc à Grèce. cheval. Oui, tout à fait. C'est très précis, ça. C'est très précis, c'est très spectaculaire. Vous imaginez, En fait, ils gardent des chevaux dans une écurie où des riches propriétaires de Téhéran mettent leur pur sang arabe qu'ils ne savent pas monter, parce que c'est un peu comme une voiture de sport. Ouais. C'est quand même, ça requiert un certain talent de monter un pur sang arabe. Et ils s'en occupent et ils les montent également. Et ils profitent de cette occasion-là pour s'entraîner au tir à l'arc à cheval. Et c'est un passionné d'histoire, de culture perse. C'est un perse très fier. Et du coup, il vit cette passion pleinement au pied des monts Alborz, à quelques heures de Téhéran. Il faut la bonne fenêtre pour voyager en Iran, parce que oui, elle s'est pas refermée évident en ce moment. malheureusement. Ouais, compliqué. C'était en 2016. Heureusement, j'avais pas de drone, j'ai pas été emmerdé. Tout s'est très bien passé. Et, c'est un voyage que j'ai adoré, mais malheureusement, c'est un peu compliqué pour y aller. C'est compliqué, la Russie aussi. Bah oui, parce que toi qui aimes la Sibérie, c'est sûr que t'es un crève-cœur. Après, j'ai découvert que les Mongols étaient plus rigolos que les Russes quand même, et quand même plus sympathiques. Parce que les Russes, souvent, ils viennent te serrer la main, ils sont très alcoolisés, et puis par fraternité, par virilité, ils souhaitent se battre avec toi, mais il n'y a pas de mauvais sentiments. C'est très bienveillant, mais ils veulent se battre avec toi pour rigoler, quoi. Tu partages un verre. Oui, enfin une bouteille ou deux, mais bon, il y a des histoires à raconter en Mongolie, notamment avec ça, avec la vodka russe, mais je sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui. Non, par contre, pourquoi No Signal? C'est parce que c'est que des endroits où il n'y a pas de réseau? Exactement. Ouais, c'est un message qui s'affichait souvent sur mon téléphone, et du coup, j'en ai déduit que c'était plutôt un bon titre pour déterminer ce projet, parce que tous les gens, il y a une dizaine de personnes que j'ai rencontrées au total, et tous ces gens vivent dans des endroits reculés, notamment Zaya, éleveuse de rennes en Mongolie, ou Sky, qui est gaucho en Patagonie, voilà, qui élève du bétail dans un endroit très reculé dans les Andes aussi. Argentine, et voilà, donc c'est un projet qui est né au fil des voyages, au fil des rencontres. C'est un projet qui était vraiment pensé pour terminer en livre. Voilà, je l'ai financé entièrement seul, sauf le voyage en Iran qui était une commande, mais sinon je l'ai financé uniquement avec mon argent personnel. J'ai eu un retour sur investissement via les ventes de livres, etc., les ventes de droits. Coréen. En coréen, tout à fait. Incroyable. Ça a beaucoup plu aux Coréens, visiblement. Et puis, les différents chapitres de ce livre ont été vendus à la presse aussi au fur et à mesure de la réalisation du projet. C'est comme ça que j'ai eu ma première parution dans Géo en 2016, avec l'histoire de Tinia, la jeune femme qui vit avec ses chiens de traîneau au nord de la Finlande. Ça, c'est un sujet qui a beaucoup plu aussi aux Allemands. Géo Allemagne l'a publié plusieurs fois dans leur série, etc. Ça a bien marché pendant quelques années pour ce sujet-là. Et voilà, le choix de le financer personnellement, c'était pour avoir une liberté totale. Et j'ai fait quelques demandes de bourse ou de concours ou autres, participé à quelques concours, mais j'ai jamais rien gagné. Du coup, je me suis dit, je vais continuer à bosser en commande et le financer comme ça. Finalement, et c'est à travers la commande en publicité ou tout type de commande photo, que publicité, communication, que j'ai réussi à financer ces projets-là, et c'est ce qui me fait vivre encore aujourd'hui, parce que sans la commande hors presse et édition, je pourrais pas vivre de la photo, ou alors très chichement, et j'aurais pas un très bel appareil photo.
Alors, pour terminer, on va essayer de prodiguer des conseils à nos auditeurs qui souhaiteraient se lancer, imaginer, construire un projet de voyage photo. Alors, il y a évidemment deux grandes manières de procéder. On peut tout faire tout seul, évidemment, ou on peut essayer de se faire accompagner par une agence spécialisée. On vous propose d'écouter le témoignage de Vincent Frances de l'agence Photographe du Monde nous parler de la manière dont ils conçoivent leur voyage photo. Le premier aspect, c'est un aspect vraiment purement logistique qui ressemble à de la planification de shooting, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut faire tel ou tel type d'image. Donc en fonction soit des phénomènes naturels, soit des saisons, soit des fêtes ou des événements, ou bien en fonction d'un travail d'un photographe, par exemple un photographe qui a fait un travail sur la street photo en Belgique. On va travailler autour de ce qui va nous dire en fait sur ce qu'on peut faire en street photo en Belgique. Et évidemment, ce sont des phénomènes naturels, ça va dicter le, comment dirais-je, la planification logistique, la planification d'agenda, on va dire, c'est-à-dire à quel moment on doit faire de la photo. Pour le reste, on s'occupe du coup de fluidifier au maximum toute l'organisation logistique, donc c'est-à-dire hôtellerie, repas, transport, pour permettre au photographe de ne penser qu'à ses photos, qu'à sa photo, qu'à sa manière de réaliser de la photo. Donc en fait, on est un facilitateur de réalisation d'images. Donc ça, c'est l'aspect logistique, le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est un aspect plutôt artistique, c'est-à-dire qu'on va être dans l'apport d'une manière de faire ou de réaliser des photos au travers de l'expérience d'un photographe accompagnateur qui est un artiste qui accompagne des personnes sur le terrain. Et cette deuxième manière de faire, évidemment, va venir croiser l'aspect logistique. Donc, on adapte l'aspect logistique à l'aspect artistique, à ce que peut apporter un photographe sur le terrain. Donc, nous, on n'est pas du tout arrêté, on va dire, à cacher nos circuits, par exemple, ou à ne pas révéler les lieux où on va. Tout ça est totalement accessible sur notre site. Tous nos parcours sont accessibles sur notre site, les jours par jour, les pourquoi on y va, tel jour ou telle heure. Donc, on voit très bien qu'on peut très bien aller sur des spots. On n'a pas besoin de nous pour aller sur des spots photos. C'est pas du tout notre métier d'amener des gens sur des spots. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est d'amener, si vous voulez, d'accompagner les voyageurs à réaliser leur propre approche d'un lieu et pas simplement de faire l'image qu'ils ont déjà vue. Tous nos voyages, en fait, respectent ce qu'on pourrait appeler le fair trade, c'est-à-dire on passe par des acteurs locaux et on fait de la redistribution locale. Ça tombe sous le sens quand on est photographe et qu'on se sent, si vous voulez, responsable de l'impact que l'on a et de la relation que l'on entretient avec les autres. On a une responsabilité énorme parce qu'on emmène beaucoup de personnes en fait sur le terrain, c'est-à-dire au contact de ces écosystèmes à protéger. Donc on a une immense responsabilité par rapport à ça. Et donc nous, concrètement, on limite le volume. On fait qu'un seul voyage au Spitzberg. On fait un voyage au Malouine en voilier. On fait beaucoup de voyages en France et en Europe. On privilégie le train et le covoiturage. Et on privilégie des projets plus locaux. On est tous groupés les uns les autres et on divise en fait notre impact aussi par le fait de se regrouper lors de ces voyages. Toi, Brice, dans la préparation de tous ces voyages que tu fais ça tout seul ou tu te fais aider? Ah, j'aimerais bien avoir une équipe qui m'aide. Mais non, je fais ça tout seul. Je fais ça tout seul, sauf quand c'est de la commande, évidemment. Là, t'as des grosses équipes et autres, donc ça n'a rien à voir. Et c'est pas de la photo de voyage. Mais pour ce qui est de photo de voyage, ouais, que ce soit des projets personnels ou les reportages, en général, il y a quelqu'un qui s'occupe des billets d'avion, etc., des hôtels. Mais pour ce qui est projet personnel, oui, je m'occupe de tout seul, évidemment. Et ça pourrait t'intéresser de partager sur le terrain avec des gens, d'accompagner, parce que il y a certains photographes voyageurs qui le font, notamment pour Photographes du Monde, c'est-à-dire d'accompagner des gens et faire des sortes de workshops comme ça sur le terrain où tu as vraiment, toi, besoin d'une bulle, parce que le photographe voyageur est quelqu'un d'un peu égoïste aussi. Non, j'ai pas envie de faire ça avec des gens parce que j'adore. En fait, pourquoi pas, mais ça n'aurait rien à voir. Ce serait à ce moment-là un job, ce serait un workshop. Et à ce moment-là, tu es dans une logique de partage, de pédagogie.
Ça, oui, mais si c'est un projet personnel, d'avoir d'autres gens dont je dois m'occuper, ce serait contre-productif. Donc, je ne pourrais pas faire le travail pour lequel je suis parti. J'essaierai de faire deux choses en même temps et ça ne fonctionnerait pas. Donc, sur un projet personnel, de partir avec un groupe, non. Mais plus tard, peut-être. Pour l'instant, j'ai pas mal de choses à faire déjà, pas mal de choses de prévues, mais plus tard, pourquoi pas. Mais dans l'immédiat, non. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui voudraient se lancer? Peut-être pour commencer par le choix de la destination. Comment on fait pour choisir une destination? Bah, Puis on va après, là, la logistique, tout ce qui va avec, quoi. On fait tourner le globe. on va là où on veut, Bim. exactement. Ouais. Non, on va là où on veut, là où ça a du sens pour nous. On va pas forcément très loin. Ça peut être un piège de se dire je pars loin donc ce sera bien. Non, ça fonctionne pas comme ça. On va là où ça a du sens pour nous, là où on a envie d'aller, là où on sera inspiré. Et puis surtout, c'est bien de se laisser surprendre par le voyage sur place, certes, mais c'est bien de préparer les choses aussi, de savoir à peu près à quoi on va avoir affaire, les éventuels dangers, les éventuelles contraintes, les éventuelles différences culturelles, tout ça de manière à pas arriver avec un objectif ou un boîtier à 15 000 euros dans un endroit où les gens vivent avec 100 $ par mois, tu vois, ne serait-ce que ça. Moi, je sais que quand je vais dans des endroits où le niveau de vie est très faible, je mets du gaffeur partout sur mon boîtier, j'essaie d'éviter d'attirer l'attention, et ne serait-ce que par décence, pour éviter d'avoir un truc trop brillant. Ostentatoire. Voilà, c'est ça, et puis pour éviter les problèmes aussi. Mais voilà, il faut préparer un minimum son voyage et aller là où ça a du sens pour nous. Il faut être inspiré sur place. Tu vas mettre quelques filtres dans la demande. Si on a 3 semaines qu'on veut voyager en Europe sans prendre l'avion, t'as Ouais. quoi comme destination sympa? Allez, 2-3 destinations sympas pour l'été. La Norvège, c'est très En photo, bien. hein. En photo. Voyage photo. Ouais, Pas que la voyage. Norvège, c'est génial parce qu'on peut le faire avec peu d'argent. C'est ce que j'ai fait pour l'un de mes premiers voyages, c'était là-bas. C'était en Norvège avec un copain. On est parti avec très peu d'argent et en fait en campant partout. Tu peux faire du camping sauvage quasiment partout en Norvège, donc ça facilite quand même les choses et il y a peu de risques. Tu vois, tu vas pas te faire charger par un animal sauvage au milieu des bois. Donc voilà, la Norvège, la Roumanie, c'est un très très beau pays. Une bonne période pour y voyager, c'est à la fin de l'été, au mois de septembre, quand les couleurs d'automne commencent à arriver. Même début octobre, ça peut être pas mal. Les vallées pleines de brume, la moisson des foins. Il y a une ambiance, surtout dans le nord de la Roumanie, qui est assez spéciale, très ancrée pas ancrée dans le passé, mais intemporelle en fait. Rustique. Ouais, très rustique. J'ai de merveilleux souvenirs de nourriture là-bas. Ils boivent beaucoup les Roumains, faut se méfier. Mais En Europe de l'Est, hélas, oui. Eh oui, ouais. Mais sinon, troisième destination, moi j'aime bien les pays froids, donc je te dirais le nord de la Finlande en hiver, au mois de janvier, quand il y a très peu de lumière, tout début janvier, le 10 janvier, tu y vas, il y a quelques heures de jour, mais la lumière est magnifique. Et t'as un peu envie de déprimer parce que le soleil te manque, mais c'est une ambiance que j'ai adorée les quelques fois où j'ai eu la chance d'y aller. Bon, eh ben, écoutez, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Brice, d'avoir partagé tout ça avec nous et nos auditeurs. Merci à vous.